Allez-y madame, venez. Allez, asseyez-vous à côté de moi. Bon, c'était pas du tout prévu. Là, on est place des Invalides à Paris. Je vous ai vu, j'étais dans mon taxi et j'ai couru derrière vous. Je suis vraiment désolée, mais je vous suis beaucoup et je viens vous raconter la vie des artisans taxis de France. On est quand même 55 000, je pense, approximativement. Et on peine à rejoindre les debout. C'est pas à cause de la crise sanitaire, mais c'est à cause de l'ubérisation de la société. On nous a imposé à acheter des licences, une autorisation de stationnement pour prendre les clients. Ça m'a coûté 200 000 €. Je me retrouve avec des dettes. Je croule sous les dettes et j'arrive plus à m'en sortir. Et ça fait 10 ans que je me verse pas de salaire. Et j'ai toutes les preuves pour ça. Mais il n'y a personne qui vous entend, il n'y a personne qui fait quoi que ce soit pour vous. C'est la République en marche qui est au gouvernement. Donc, ils sont pour l'ubérisation de la société. Et vous là, donc vous ne payez pas, mais comment vous vivez du coup? Comment je vis? Les frais bancaires. Donc pour les reports, un report ça me coûte 800 € par mois. Donc par rapport aux banques c'est catastrophique et je ne suis pas la seule dans ce cas. J'ai beaucoup de collègues qui sont dans le même cas et nos syndicats essayent de faire quelque chose mais malheureusement... Vous avez des enfants? J'ai 3 enfants. J'ai 3 enfants, 3 ans, 5 ans et 7 ans, oui. Et on vit dans un F2. Moi et mon mari, on travaille et on s'en sort pas. Parce qu'on vit tous sur le salaire de mon mari. Il est chauffeur de poids lourd et voilà. Donc la France qui travaille et qui s'en sort pas, c'est pas normal. Et je travaille 60 heures par semaine. Je dois faire 70 heures, mais je travaille moins. Je fais 60 heures sans me verser de salaire. Tout ça pour payer mes charges. Et on essaye de s'accrocher. Comment vous voyez vos enfants si vous bossez 60 heures par semaine? J'essaye de faire comme je peux. Je fais comme je peux. Je me mets pas de pression et je les vois pas. Sinon, je dors pas. Je prends soin sur mon sommeil et quand on dort pas, on est dans un état de fatigue très important. Mais je fais comme je peux. Et voilà. Allez, donc on va se remettre en lutte contre la Startup Nation et l'Uber World, quoi. J'espère qu'on va réussir. Merci beaucoup. Bon courage à vous surtout. Bon, c'était pas prévu du tout, tu vois, je marchais là. Parce que on a décidé de faire le bulletin. Attends, faut que je m'accroche le micro maintenant quand même. Donc normalement, on fait le bulletin le vendredi à Amiens. Mais là, comme tu pars en vacances, tu pars où? À Lacanau. Lacanau. C'est dans le sud-ouest, ça. Hein. C'est là où il y a les hautes vagues et tout ça. C'est pas dans Bryce the Nice, il va pas à Lacanau. Bon, donc comme Sylvain, il part en vacances, on fait le bulletin le jeudi aux Invalides plutôt que le vendredi dans ma cuisine. Bon, c'est un repos qui est largement mérité après une sacrée année. Donc là, je passais là et puis la dame, elle m'a chopé. Donc je me suis dit, tiens, allez-y, venez. Elle voulait pas qu'on voit son visage et puis tout ça, mais si, ça va. Je connais même pas son prénom. Bon, je lui ai laissé mon numéro de téléphone de toute façon. Qu'est-ce qu'on a à se raconter? Là, pour moi aussi, c'est pas le départ en vacances, mais ce qu'on essaye de faire en ce moment, nous, dans l'équipe, c'est de boucler tous les dossiers pour pouvoir repartir bien en ordre de bataille à la rentrée. C'est pour ça qu'on avait un petit séminaire en début de semaine dans l'ancienne ferme de ma grand-mère, dans le Santerre. Et qu'est-ce qu'on a comme... on a le bouclage d'un livre, là, hein, Que faire de la police. Ludo, il est à la mise en page. On a... la proposition de loi sur les métiers du lien, elle a été plus ou moins finalisée. On a encore aussi le 16 pages Circo, c'est-à-dire à la rentrée, à partir du 28 août, il faut qu'on distribue et on ne le fait pas faire par des Adrexo et compagnie du privé qui met dans les boîtes aux lettres. Nous, il y a 70 000 logements à servir et c'est les militants qui le font, donc il va falloir qu'ils aient le canard à distribuer à ce moment-là. On s'est mis dehors, on s'est pas mis dans le bureau d'abord pour que je fasse la promo du journal, parce que là je suis pas dans un espace député, tout ça. Voilà, le canard qui vient de sortir, il doit être en kiosque là, avec 5G, les réseaux de la colère, première de corvée, les oubliés de la Startup Nation, les pires objets à la con, basket autolassante, fourchette intelligente, ouvre-bouteille connectée, quand la gauche abandonne la Bastille, et puis on a un cahier de jeux au milieu, les jeux de l'été de Fakir. On veut monter une grande campagne avec Fakir sur 5G, les réseaux de la colère, sur la bataille de la 5G aura-t-elle lieu. On veut qu'il y ait des 4 pages qui soient distribuées dans les manifs un peu partout dans le pays, que des groupes Gilets jaunes, Linky et ainsi de suite puissent s'en saisir. Donc voilà, là tu vas mettre l'adresse de la cagnotte, je crois, en dessous. Alors pourquoi mener cette bataille? Pour des raisons démocratiques. On ne peut pas mettre en place une technologie comme celle-là sans qu'il y ait eu un vaste débat dans la société, avec les citoyens,
sur à quoi ça doit servir, est-ce qu'il faut le faire. On sait qu'à la conférence citoyenne sur le climat, 98% des votants, là, ils ont décidé qu'il fallait un moratoire sur la 5G. Ils ont même dit que c'était une technologie inutile. Bon, et derrière, Macron a dit, en gros, il a validé qu'il y aurait un moratoire, que ça ne se ferait pas tant qu'on n'aurait pas des études valables. Et pourtant, ils sont en train de lancer les enchères pour septembre. Donc c'est un déni démocratique. C'est un déni démocratique parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de maires qui sont contre ça. Et pourtant on risque de passer par-dessus eux. Surtout, il y a un déni démocratique parce que, comme le dit Bouygues, Bouygues lui-même dit « La 5G suscite aujourd'hui bien plus de méfiance et de scepticisme que d'engouement et d'enthousiasme. » Et pourtant, ils vont le faire, même s'ils ont ce sentiment latent que les Français ne sont pas franchement pour ça, voire qu'ils peuvent y être hostiles. Et donc je pense que, ne serait-ce que pour des raisons démocratiques, il faut qu'on impose un débat là-dessus. Aussi pour d'autres raisons, il peut y avoir des raisons sanitaires. Aujourd'hui, à qui profite le doute, puisqu'il n'y a toujours pas d'études, et l'ANSES doit en lancer une, mais on aura les résultats que dans le courant de l'année prochaine. Pour des raisons environnementales, quelle surconsommation d'énergie? Pour des raisons aussi de liberté publique, c'est-à-dire que le premier usage de la 5G, ça risque d'être la surveillance. Et je dirais que c'est presque l'essentiel, c'est-à-dire, pour moi, c'est presque existentiel comme combat. C'est est-ce que le moyen doit précéder la fin? C'est-à-dire, en gros, on met en œuvre la 5G, la technologie est disponible, donc on l'utilise, même si on ne sait pas quelle finalité ça va servir. Est-ce que c'est ça qui va vraiment apporter un supplément de bien-être et de bonheur dans le pays ou pas, tu vois, ne serait-ce qu'il y ait ce débat-là. Donc là, on va mettre en place le moyen, la technologie, et on va bien voir ensuite à quoi elle va servir. Alors qu'on devrait se dire de quoi on a besoin, et puis on met la réponse technologique en face. Non, là, c'est pas ça du tout. Si on met en place la technologie, puis derrière, eh ben, il y aura des objets connectés partout. Il y aura de la ville intelligente, ça veut dire quoi, on n'en sait rien, mais il y aura surtout, on le sait, l'essentiel de tout ça dans un premier temps. Alors, selon les chiffrages, c'est entre 70% et 35%, mais ça serait la première utilisation, ça sera une surveillance, notamment par la reconnaissance faciale et ainsi de suite. On pourra vous surveiller beaucoup mieux dans l'espace urbain notamment qu'auparavant. Bon, est-ce que c'est de ça dont on a besoin demain? Voilà la question centrale qui doit être posée par le débat sur la 5G. Et il faut l'imposer dans le débat public. Voilà. C'est même pas aujourd'hui être pour et contre, mais se demander quelle finalité ça doit servir. Est-ce que c'est comme ça qu'on va avoir davantage de bonheur? À mon avis, quand on pose la question par le biais de la technologie, est-ce que c'est ça qui va résoudre les questions environnementales, climatiques, qui est la solution à l'intelligence, machin? Ça veut dire qu'on ne pose pas la vraie question, qui est la question de l'organisation de la société. Et à mon avis, c'est par l'organisation de la société, par l'égalité, par la démocratie, par progresser, être pour le progrès, mais d'abord le progrès sur ce terrain-là, avant d'avoir un frigo connecté à la 5G qui vous signale que vous n'avez plus d'olives, on ira vers du mieux pour les habitants, tu vois. Et donc, il ne faut pas que la couche technologique, elle vienne faire oublier l'essentiel, qui est comment on s'organise dans la société. Et donc, est-ce que cette technologie, elle va être au service d'une meilleure organisation de la société ou d'une moins bonne organisation? Bon, voilà. Donc là, pour revenir à du concret, c'est-à-dire du pognon, parce qu'à un moment, on veut lancer la campagne avec Fakir, on n'a pas, donc notamment de publier un 4 pages, le distribuer dans toutes les manifs, le distribuer un peu partout dans les villes et les campagnes. Ça suppose deux choses, ça suppose qu'il y ait de l'argent pour l'imprimer et ça suppose qu'il y ait des gens pour le diffuser. Ce qu'on pense, c'est qu'au fond, peut-être qu'il y en a qui ont de l'argent et qui ont envie de financer ça, mais qui n'ont pas de temps ni les jambes et tout ça pour aller boiter. Et peut-être que d'un autre côté, il y a des gens qui ont du temps, de l'envie d'aller boiter, d'aller distribuer sur plein de lieux, mais qui n'ont pas d'argent pour les commander. Donc, campagne d'information, pour au moins poser des questions dans le débat public. 2, des réunions publiques, avec d'autres, parmi d'autres, pas nous tout seuls, mais voilà. 3, si on ressent l'envie des gens, alors il faudra des manifestations, des pétitions, peut-être une votation, tu vois, un samedi ou dans plein de coins en France, on fera une votation pour ou contre la 5G, mais il faudra déjà que les gens ils sachent ce que c'est, cette histoire-là. Bon, je voudrais ajouter un truc, c'est que pour moi, dans tout ça, il ne s'agit pas d'agiter la peur, tu vois. De dire, voilà, on va cuire comme dans un micro-ondes,
nos cerveaux vont se ramollir. Peut-être, on ne sait pas, il y a du doute que si ça va produire des nuisances sur le plan médical ou pas. Pour l'instant, on ne sait pas trop. Mais ce n'est pas la peur. C'est finalement une forme d'enthousiasme à développer. Une forme d'enthousiasme sur, c'est plus la technologie. On est sur la fin d'un cycle qui a débuté au 19e siècle et où le progrès technologique était allié au progrès humain. Et c'est fini, c'est coupé ça. On voit même un certain nombre de technologies. Tu vois, cette semaine, ah tiens, ça y est, paf, allez, c'est parti là. Cette semaine, je m'emmerdais, je suis rentré à 11h dans ma chambre de l'Assemblée et je m'ennuyais. Et j'ai regardé un documentaire sur Arte sur un mec qui s'appelle Stanislas Petrov. Tu connais? Non. Alors, Stanislas Petrov, c'était un officier de l'armée russe, soviétique, lieutenant-colonel. Et en 1983, il est responsable dans une base de regarder si les missiles américains ils sont en train d'arriver pour frapper l'URSS. Et là, il reçoit un appel de ses collaborateurs qui lui disent « Ça y est, on a un missile américain nucléaire qui est parti de la base américaine. C'est les ordinateurs qui nous l'ont révélé. Il y a un deuxième missile, il y a un troisième missile. » Et là, il a 7 minutes pour décider parce que pendant 7 minutes, les missiles sont en train de traverser l'océan et ils vont arriver survoler le sol soviétique. Et là, pendant 7 minutes, il demande une confirmation humaine que ça apparaisse bien à l'œil sur les radars. Et ceux qui observent le ciel, qui observent les radars, ils sont incapables de donner cette confirmation humaine de missiles que les ordinateurs, eux, ont repérés. Et pendant 7 minutes, ils résistent. Ils résistent à toute la pression ambiante qui réclame que l'Union soviétique lance une attaque nucléaire sur les États-Unis, qui, c'est chiffré par des experts, aurait fait des dizaines de millions de morts et peut-être des centaines de millions de morts. Et les Américains auraient répliqué de la même manière immédiatement face à l'Union soviétique pour envoyer et détruire des dizaines de millions, des centaines de millions de morts. Et là, lui, placidement, subissant cette pression, pendant 7 minutes, il tient bon et il demande une confirmation humaine de ce qui a été observé par l'ordinateur. Et au bout de 7 minutes, quand le missile est supposé arriver sur le sol soviétique, là, les humains voient qu'il n'y avait pas de missile. Et donc, c'est l'homme là, c'est l'homme Stanislas Petrov, par son sang-froid, par finalement presque l'insubordination, le refus d'obéir à ce qui devrait être la logique, c'est-à-dire, ça y est, on bombarde les États-Unis, qui a contredit ce qui devait être une destruction quasiment de la planète, programmée par les ordinateurs, tu vois. Donc ça veut dire, je pars dans mon délire, mais ça veut dire un truc. Ça veut dire qu'on est à un moment où, c'est comme dans Frankenstein, la technologie, elle peut se retourner contre l'homme. Tu vois, le nucléaire, ça pose la question de la technologie qui se retourne contre l'homme. Mais même les produits chimiques dans l'agriculture posent la question de la technologie qui se retourne contre le vivant. Tu vois ? Donc, on est à ce moment-là. Et venir mener une bataille sur la 5G, c'est venir poser la question du progrès technologique qui n'est plus lié au progrès humain. Oh là 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 là. Bon, voilà, c'est tout. Là, je viens de faire un texte en hémicycle, un poil ironique, sur Macron qui se réinvente, qui sort des sentiers battus, qui nous dit qu'il faut sortir des idéologies et tout ça. Et là, maintenant, tout ce qu'il trouve sur tous les problèmes, c'est faire des allègements de charges. Il faut relocaliser. Je le sentais venir pendant déjà la crise du Covid, ça. Il faut relocaliser le médicament. Comment on va faire ? On va baisser les charges. Et si on baisse les charges des entreprises, naturellement, la main du marché va ramener l'industrie en Europe et en France. Sur la jeunesse, on va avoir 700 000 jeunes qui vont débarquer sur le marché de l'emploi à l'automne. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va baisser les charges des entreprises. Comme ça, naturellement, la main invisible du marché va créer des emplois qui vont permettre à la jeunesse de s'épanouir. Bon, il y a une confiance dans la main invisible du marché toujours et qui, au fond, qui va être le grand truc qui nous sépare. Ce truc des allègements de charges, que de toute façon, il faisait déjà avant le Covid, avec les gilets jaunes, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des allègements de charges. Allez, il faut de l'emploi, donc qu'est-ce qu'on fait ? On supprime l'impôt de solidarité sur la fortune, les taxes, la flat tax, et on fait le crédit impôt compétitivité emploi quand il était conseiller de Hollande, déjà, parce que ça va créer 1 million d'emplois. Et puis, j'ai des citations là, je me suis un peu amusé parce que Sarkozy disait la même chose, Chirac disait la même chose, on est remonté même jusqu'à Valéry Giscard d'Estaing qui disait la même chose, donc c'est dire à quel point
là, La République En Marche est dans le disruptif en nous disant qu'après le Covid, la réponse qu'il nous faut, c'est des allègements de charges. Et je pense que c'est désespérant, entre autres, pour la jeunesse. Moi, je vais te dire un truc. Allez, je dis des conneries. Je vais dire des conneries, là. D'accord ? Mais je pense que il faudrait regarder comme une chance pour la société que cette main-d'œuvre qui va arriver sur le marché du travail, qui beaucoup est qualifiée et qui ne va pas savoir quoi faire, tu vois. Et de se dire, bah allez, maintenant, comme Roosevelt a lancé un New Deal et que c'est comme ça qu'ils ont construit des grands barrages et tout ça, la transition écologique, c'est avec cette jeunesse-là qu'elle se fait. Et à la place d'attendre que la main invisible du marché elle crée des boulots qui n'ont pas de sens, on crée, et en les subventionnant, oui, et presque en les subventionnant intégralement, tu sais que les emplois qui ont permis de créer le crédit impôt compétitivité emploi, ils ont coûté 150 000 € par an. Bon, donc là, avec 20 000 € ou 30 000, tu crées un emploi et tu peux en créer de l'emploi subventionné, des centaines de milliers d'emplois subventionnés comme ça, mais qui donnent un sens au travail et qui vont dans le sens de la transition écologique. Et si ça se trouve, ça ne coûtera pas plus cher. On avait calculé que le CICE aurait permis de mettre au SMIC 1 million de personnes. Là encore, le permettrait puisqu'ils ont fait des allègements de charges là-dessus. Donc voilà, là, il y aurait une chance à saisir et redonner un sens à l'existence, redonner un sens au travail, en se demandant sur quel secteur on envoie les jeunes qui risqueraient d'être désœuvrés, qu'est-ce qu'ils acceptent de faire, qu'est-ce qu'ils souhaitent faire, enfin tu vois. Et à la place de répondre comme ça, on répond juste comme on aurait répondu il y a 10 ans, comme on aurait répondu il y a 20 ans, comme on aurait répondu il y a 30 ans et comme Valéry Giscard d'Estaing répondait déjà il y a 40 ans, allègement de charges. Et c'est vraiment nul. Et j'espère que l'injustice là, subie par les jeunes, elle va être tellement criante qu'elle va les faire crier, qu'ils vont se rebeller, qu'ils vont se réveiller. Parce que cette injustice-là, elle éclate avec la crise du Covid. Je vais caricaturer évidemment, mais c'est quoi la crise du Covid ? C'est on produit un confinement de toute la société pour, quand on regarde statistiquement le taux de létalité qui meurt, pour protéger les personnes âgées. Tu vois ? Et entre autres, les jeunes, on leur demande de se confiner, de canaliser leurs énergies en intérieur et tout ça, de plus jouer au football, pour protéger les personnes âgées. Bon, mais le pire, c'est que pendant ce temps-là, tu vas avoir d'un côté les personnes âgées qui, pendant le confinement, d'un côté, ça va épargner des dizaines de milliards, et de l'autre côté, tu as les jeunes qui se prennent la crise droit dans la figure. On les a confinés pour protéger les personnes âgées, et finalement, c'est à eux qu'on va faire payer la crise. Quand tu regardes les statistiques, là, tu as 39% des 18-24 ans qui déclarent avoir perdu des revenus, 44% qui se sentent isolés, 32% qui craignent de ne pas pouvoir payer leur loyer dans l'année, 38% qui travaillent avec un contrat précaire et qui risquent de perdre leur boulot. Tu vois, donc on fait payer cette crise du Covid aux jeunes. Mais ça, c'est comme un accélérateur de quelque chose qui était déjà présent dans la société dans la durée, sur plein de plans. L'injustice face à l'emploi, évidemment, les jeunes générations entrent sur le marché du travail dans de bien moins bonnes conditions que leurs parents, même quand elles ont des diplômes. L'injustice économique, par exemple sur les loyers. Qu'est-ce que c'est que les loyers ? En fait, une grande différence économique dans la société française, c'est qui est propriétaire, qui est locataire. Et massivement, il y a un transfert d'argent des jeunes locataires vers les propriétaires, personnes âgées. Tu vois ? Mais injustice évidemment environnementale, puisque c'est aux jeunes qu'on va laisser, allez, on va le dire comme ça, une planète de merde, quoi. Déjà, Todd l'a analysé à la fin des années 90 dans l'inégalité économique, expliquant que dans une société qui était vieillissante, au fond, démographiquement, les jeunes sont écrasés. Tu vois ? Et même écrasés sur le plan électoral, par exemple. C'est-à-dire qu'ils ne décident pas démocratiquement de l'avenir et de où va aller la société, mais que c'est massivement, ça glisse vers les personnes les plus âgées qui décident de l'avenir de la société, tu vois. Et donc, j'espère que ça va devenir tellement criant qu'ils vont se réveiller, se rebeller, et que la question de la jeunesse va se remettre à être au cœur du truc. Et pas juste pour... on va leur trouver des jobs sur Uber, tu vois. La dame qui venait témoigner taxi, c'est voilà, c'est l'emploi des jeunes.
Et d'ailleurs, Macron, quand il était en banlieue, il disait, bon, bah écoutez, ils feront du Uber, ça évitera qu'ils vendent de la drogue, quoi. En gros, c'est l'alternative qui était proposée. D'ailleurs, ça fait penser à un bouquin que j'ai lu cette année, là. Bah, ce sera mon conseil de lecture pour partir en vacances. Je ne l'ai pas là parce que je ne suis pas à mon bureau, je ne suis pas chez moi. Mais le bouquin de Nicolas Mathieu, sur leurs enfants après eux. Tu sais, il y a des moments où tu lis des livres, où tu vois des films, et quand c'est des milieux que tu connais bien, tu te dis c'est pas crédible. Et là, c'est l'inverse. Là, ça se passe en Lorraine, en milieu populaire, et au contraire, tu sens que c'est du vrai, quoi. Et ça témoigne à la fois d'un bonheur qui demeure, et en même temps d'une désespérance en cours, quoi. Bon voilà, allez hop, lecture d'été, mais il y a de la joie aussi, il y a de l'amour, il y a du désir, il y a tout ça aussi dans le bouquin de Nicolas Mathieu, Leurs enfants après eux. Croyez pas que ça soit une thèse. Bon, c'est pas très original, il a été prix Goncourt ou pas? Ouais, il a été prix Goncourt. Bon ben voilà, je dis les prix Goncourt avec 2 ans de retard, je suis désolé. Je doute de refaire mon retard pendant les vacances. Bon, bah écoutez, comme je le disais tout à l'heure à la tribune de l'Assemblée nationale, vive la République, vive la France et bonnes vacances. Les grévistes vont reprendre le travail et partir en vacances. Si le 2 en arithmétique est le chiffre le plus charmant. 2 semaines de congés payés. Des centaines de milliers de travailleurs vont profiter des billets de train à tarif réduit mis en place par le sous-secrétaire d'État au sport et aux loisirs, Léo Lagrange. C'est toi qui m'entraîne, c'est moi qui t'emmène. Et lorsque tu donnes un bon coup de pédale, je pédale. Même si la semaine de 40 heures attendra 30 années avant d'être réellement appliquée, en l'espace de 2 mois, le Front populaire a rempli l'essentiel de ses engagements sociaux. Les réformes révolutionnent le quotidien. C'est l'embellie. On s'aime en faisant du tandem. Je t'aime en faisant du tandem. Souvent, les ouvriers partent en vacances pour la première fois de leur vie, découvrent la montagne ou la mer. La naissance d'une nouvelle culture populaire au devant de la vie.